L'Amérique avant la tempête. Les émeutes sont encore loin, mais le coronavirus vient d'arriver à New York. Le pays se déchire chaque jour davantage. Les fractures sociales divisent même les chrétiens fondamentalistes, un électorat susceptible de faire la différence en novembre. Dans les églises, certains font campagne pour le gouvernement actuel. J'aime l'Amérique de tout mon cœur. Je donnerai ma vie pour préserver sa liberté. Amen. D'autres parcourent le pays pour tenter d'empêcher la réélection du président Trump. Avec l'élection de Donald Trump, j'ai découvert à quoi ressemblerait le monde si les croyants de bonne foi, animés de conscience, continuaient de se taire. Une psychologue issue d'un quartier pauvre de Chicago se présente aux élections du Congrès. On a d'énormes problèmes à résoudre. Et on n'y arrivera qu'en s'y attelant ensemble. Et une avocate se bat pour les droits des immigrés. On n'expulse pas des criminels. On expulse d'honnêtes gens. L'Amérique en 2020, l'année qui va tout changer. Début mars, dans l'État du Missouri. La religion est le ciment de l'Amérique. Dans les zones rurales, la messe est une obligation sociale. Nous sommes à Harrisonville, au centre des États-Unis. 10 000 habitants, dont 90% de blancs. La plupart d'entre eux sont de fervents chrétiens. Charles Kagan, de l'Église baptiste de la Grâce, est pasteur depuis 37 ans. Il exerce son ministère avec enthousiasme, mais ses sermons ne sont pas dénués d'accent politique. Oh, we've got to make presenting the gospel and preaching the gospel and sharing the gospel a priority in our own personal lives and as a church. That is our task. We were not born by accident. We are not here just because we're some kind of step in the evolution process of unending nothingness. No, friend, it's your life purpose to spread the gospel. Amen. Harrisonville est situé dans le comté de Cass. En 2016, les gens d'ici ont voté à près de 65% en faveur de Trump, malgré les scandales et ses frasques. President Trump Le président Trump applique ou tente de soutenir des lois et des principes qui respectent les normes morales que Dieu nous impose. Alors, bien sûr, son langage et ses messages sur Twitter nous embarrassent souvent. Mais, de manière générale, il est engagé dans la bonne direction. L'église de Charles Kagan suit une ligne idéologique claire. L'avortement est un crime, le sexe avant le mariage un tabou, le divorce interdit et l'homosexualité un péché absolu. Dieu a beaucoup à dire sur l'homosexualité. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, la Bible dit que, tandis que l'homme continue à s'égarer dans des voies pécheresses, il atteint le fond de cette spirale de décadence et de péché avec l'homosexualité, c'est-à-dire user et abuser des hommes, des femmes et des enfants. L'amour entre personnes de même sexe est l'un des thèmes les plus débattus de cette campagne électorale. Un thème qui illustre le décalage entre les campagnes et les grandes villes. Pour Charles Kagan, l'homosexualité s'apparente à de l'abus sexuel. Aujourd'hui en Amérique, nous vivons dans une société libre et les gens sont libres de s'adonner aux pratiques de leur choix. Mais ça ne signifie pas que les chrétiens doivent être d'accord avec ces pratiques.
Car c'est une spirale fatale. L'homosexualité mène à la pédophilie. En d'autres termes, l'utilisation et l'abus d'enfants. Et tout cela parce que le pays est enragé avec sa perversion sexuelle. Et c'est de pire en pire. Le pasteur Kagan rêve d'une Amérique où la vie s'organiserait exclusivement en fonction de son interprétation de la Bible. Et celle-ci est hautement dogmatique. En cette année d'élection présidentielle, il compte bien lutter sans relâche pour défendre ses valeurs morales. Atlanta, capitale officieuse des États du Sud. Pamela Peinado Stewart se rend à son travail. Je suis avocate spécialisée dans l'immigration ici à Atlanta. C'est l'une des villes les plus difficiles pour défendre ce type d'affaires. Nos clients peuvent être des villes, des hôpitaux, des églises, des entreprises et des particuliers, des familles menacées d'expulsion. Je suis originaire de la République dominicaine et je suis venue aux États-Unis à l'adolescence. Mon beau-père a été expulsé quand j'étais jeune. La question me touche donc personnellement. C'est un honneur pour moi d'être l'avocate des immigrés et de les aider. La plupart de ces procès sont acquis tout double. Soit ces clients pourront continuer à poursuivre leurs rêves américains, soit ils devront partir. J'emporte tous mes dossiers chez moi. Tous mes clients ont mon numéro de portable. Ils peuvent me joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai même 2 téléphones. Il faut toujours qu'ils puissent me joindre. Ils vivent un moment qui aura de graves répercussions sur leur avenir. Vont-ils pouvoir s'acheter une maison, se marier ou envoyer leur enfant à telle ou telle école? Pamela Peinado Stewart travaille dans un cabinet au nord d'Atlanta. Comme ses collègues, elle est spécialisée dans le droit de l'immigration. Pam, comme ses proches la surnomment, fait une carrière brillante et mène une vie aisée. Aujourd'hui, elle se bat pour celles et ceux qui sont arrivés aux États-Unis dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure, comme elle. Beaucoup de ses clients jouent leur destin. Ils ont peur d'être expulsés ou emprisonnés et séparés de leurs enfants. En 2016, Donald Trump a notamment été élu parce qu'il avait promis de se montrer intransigeant envers les immigrés. Visioconférence avec un client. Arrêté près de la frontière, il est actuellement en prison. Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, señora. Okay, señor. Bueno, l'homme, un Colombien, est emprisonné depuis 6 mois. Pamela essaie de le faire libérer. Au Mississippi, une tempête vient d'éclater. Des trompes d'eau s'abattent sur le bus de l'organisation Vote Common Good, voter pour l'intérêt général. À bord, des chrétiens évangéliques. Voilà 2 mois qu'ils cohabitent dans cet espace réduit. Doug Paget est le fondateur de l'organisation. Ce qu'il y a de comique à vivre dans un bus, c'est qu'on comprend assez vite qu'on est dans une maison en mouvement. Il faut donc penser à bien arrimer les objets pour éviter qu'ils ne tombent. On oublie qu'on avait une tasse remplie de café posée quelque part et elle se renverse d'un coup. Sur des gens vêtus de blanc. Oh, ça c'était affreux. J'avais oublié cet incident. Brandon a renversé tout le saladier de sauce salsa. Oui, un grand saladier s'était renversé sur mes genoux. J'ai dû manger tout ce qui avait coulé sur mes genoux. Je ne pouvais plus bouger. Leur tournée a commencé en janvier et s'achèvera en novembre, 10 mois plus tard. On traverse tout le pays d'un océan à l'autre, d'une frontière à l'autre. On se rend dans chaque État et on invite les électeurs croyants à empêcher la réélection de Donald Trump. On les encourage à penser à l'intérêt général au moment de voter. Il existe une proportion importante de personnes aux convictions religieuses très sincères et traditionnellement républicaines qui refusent de voter pour Donald Trump. Nous voulons les aider à faire le bon choix en leur donnant des arguments, qu'ils interrogent leur foi et fassent tout pour empêcher la réélection de Trump. Je viens de Minneapolis, dans le Minnesota. Je suis issu de la tradition de l'Église évangélique et je suis pasteur depuis 30 ans. Un pasteur aujourd'hui reconverti en militant.
Doug est persuadé que pour renverser Trump, il faut convaincre les chrétiens fondamentalistes de voter contre lui. Il s'agit d'une centaine de millions de personnes dans ce pays. Un tiers de la population se considère comme évangélique. C'est énorme. Il faut ajouter à ça les catholiques blancs qui votent plus ou moins comme les évangéliques. Et on arrive à 40% de la population américaine. Avec les catholiques noirs et latinos, on arrive à 50 ou 60%. C'est à ce public que Doug Pagitt veut s'adresser. Selon lui, pour battre Trump, il ne suffira pas de prêcher auprès des classes les plus progressistes. Doug et ses amis veulent toucher les électeurs religieux de Trump. Ils estiment que 10% d'entre eux pourraient effectivement voter contre Trump en novembre prochain. La religion est le plus grand dénominateur commun dans ce pays. C'est pour cette raison qu'on organise des rassemblements spontanés et des tables rondes. Le but est de provoquer le débat, et on s'y emploie depuis 3 mois. Aujourd'hui, le groupe avait prévu de participer à un rassemblement contre le système carcéral américain. Mais la tempête ne cesse de s'intensifier, et un avis de tornade a été lancé. Doug informe ses partisans du changement de planning en direct sur Facebook. On avait prévu une manifestation en plein air aujourd'hui à Jackson, dans le Mississippi. Mais on a dû annuler à cause de la tempête. Nous voici donc en direct depuis le bus. À la place, on organisera quelque chose à la Nouvelle-Orléans ce soir. Et voilà, le bus ronronne gentiment vers la Louisiane. Si tout se passe bien, ils seront sur place dans 3 heures. Chicago. Amina Matthews, psychologue et travailleuse sociale, veut être candidate démocrate au Congrès américain. Are you sure this is not it, is it? Where is it, upstairs? Mais pour cela, il faut qu'elle soit désignée par son parti. Et cette journée est cruciale. Amina participe à un débat interne qui l'oppose à l'autre candidat du Parti démocrate, Bobby Rush, membre du Congrès en exercice. Celui-ci fait figure de légende. Depuis 1992, il remporte systématiquement son district. Pour rester dans la course, Amina devra marquer des points face à lui. Il faut y aller là. Qu'on en finisse et qu'on puisse retourner sur le terrain, informer les gens. C'est bien plus important. C'est bon, on sait déjà qu'ils vont se présenter. L'essentiel maintenant, c'est de dire la vérité aux gens. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Tout est prêt. Le débat décidera de l'avenir de la circonscription du Southside. De nombreux soutiens d'Amina ont pris place dans la salle. Parmi eux, son mari, Abdul Rashid Matthews. En principe, le débat devait être filmé et retransmis en direct sur Facebook, ce qui aurait permis à Amina de se faire connaître auprès d'un grand nombre d'électeurs. Mais 5 minutes avant le début, le candidat sortant Bobby Rush pose son veto. Bobby Rush ne veut pas être filmé. Il nous a demandé d'éteindre les caméras. On doit s'exécuter. Bobby Rush a 28 ans d'expérience politique. Il connaît toutes les ficelles du métier. Les débats filtrent à travers la porte. Il est notamment question de la lutte contre le chômage et la violence. 2 des fléaux qui gangrènent la vie du Southside. Amina fait bonne figure, disent les observateurs. Mais Bobby Rush est un militant des droits civiques de la première heure et jouit d'un grand crédit auprès des électeurs. Je peux vous envoyer son bilan politique. J'aurais pu facilement le déstabiliser, mais je voulais que les gens voient l'Amina qu'ils connaissent et qu'ils continuent à s'adresser à moi parce qu'ils savent que je vais les défendre. D'ici une semaine, le district décidera qui d'Amina ou de Bobby Rush représentera les démocrates aux élections du Congrès. Mi-mars. Le climat politique est de plus en plus tendu, mais pas partout. Nous sommes à Spring City, une petite ville dans l'Utah. Aux États-Unis, il y a encore des endroits où les gens arrivent à se parler.
même s'ils appartiennent à des camps politiques opposés. Comme tous les dimanches, Chris et Allison Anderson ont réuni leurs voisins après la messe. Et ils parlent de politique. Dans ses premiers spots de campagne, Bloomberg se présentait comme le chantre du droit à l'avortement. Maintenant, c'est fini. Oui. Alors, c'est quoi sa position sur le sujet? À mon avis, étant donné que les pro-choix... Pour ne pas dire avortement. Non, Joe. Ce n'est pas ça. Ça signifie qu'il n'est pas question de retirer à une femme le droit de choisir. Et pas qu'on aime tuer des bébés. Ça, c'est le discours des hommes blancs en colère, qui sont républicains. Ils vilipendent les gens. Et ce qui me rend folle, Joe, c'est que des États comme l'Alabama et le Missouri, qui sont violemment anti-avortement et qui veulent l'interdire complètement, sont les derniers endroits de notre pays où on prend soin des enfants nés de mères pauvres, généralement noires, sans ressources, sans diplôme, sans soutien familial. T'as touché un point sensible. Mais Chris et Allison discutent aussi lorsqu'ils ne reçoivent pas d'invités. Ils se parlent sans animosité, même si Allison est une démocrate convaincue et Chris un républicain de toujours. Pour moi, c'est plutôt une question de nuance. Où faut-il fixer la limite? On ne peut pas se contenter d'être manichéen. J'ai un bon exemple. J'ai lu un livre récemment sur une expérience menée dans certaines villes américaines. On a fourni des logements gratuits aux sans-abri pour les sortir de la rue. J'en parle à Chris et il s'exclame « Ah, mais moi aussi je veux qu'on me donne un appartement gratuit, ce n'est pas bien !» Je lui dis « Mais réfléchis, Chris. C'est une solution bien moins onéreuse. » Il a dû admettre que c'était une bonne idée. C'est vrai, au départ, on a des avis différents. Mais on est prêt à envisager une autre approche. Si ça marche bien entre nous, c'est parce qu'il écoute. Il se renseigne et il considère la question. J'espère faire pareil. De temps à autre. De temps à autre. Le dimanche après-midi, le couple reçoit la visite surprise d'un camarade du Parti républicain de Chris, le vice-gouverneur de l'Utah, accompagné de son épouse. Spencer Cox est en campagne électorale. Il veut devenir gouverneur de l'État. Le pays n'a jamais été aussi divisé depuis la guerre de sécession, du moins d'un point de vue politique. Heureusement, c'est différent dans l'Utah, parce que l'ambiance y est moins mauvaise. On n'a pas les publicités dénigrantes qu'on voit d'ordinaire pendant les campagnes électorales, même si on se dirige aussi vers ça. Pour nous, l'Utah pourrait servir d'exemple au reste de la nation. On peut procéder autrement. La vie politique du pays est devenue tellement délétère. Elle ne fait que déchirer les gens au lieu de les rassembler. C'est vrai. Chris et Allison donnent vraiment l'exemple. Ils ont tant œuvré pour restaurer l'esprit de communauté, mais aussi restaurer concrètement des bâtiments. Ils aident les autres. Ils sont remarquables. À l'échelle de leur petit comité, Chris, Allison et leurs voisins parviennent à dépasser leurs divergences politiques. Au niveau national, des échanges aussi apaisés paraissent actuellement impossibles. Retour au cabinet d'avocat de Pamela Peinado-Stewart. L'un de ses clients se trouve en détention pour expulsion. La consultation a lieu par vidéo. Entonces, para que estemos todos claros, usted es de Colombia. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 45 años, los cumplí estando detenido aquí el 15 de enero. Lo siento, señor. Usted en 45 años ha visitado los Estados Unidos varias veces sin problema, con visa.
Nunca se ha quedado más de lo que fue permitido, nunca ha sido arrestado, nunca ha trabajado, nunca ha violado los términos de su visa. Nunca, doctora. He came in with a visa from Colombia. Il est arrivé de Colombie avec un visa. L'agent des frontières s'est mis à le cuisiner en lui disant « Je sais que tu as été payé pour un boulot précis, dis la vérité. » Alors que mon client n'avait pas reçu d'argent, il ne travaillait pour personne. Il est venu de Colombie avec un visa en bonne et due forme. Et pourtant, l'agent lui a tout de suite fait subir un interrogatoire. Je pense que mon client a simplement voulu dire la vérité, mais dans les détails, et il en a dit un peu trop. L'agent a estimé qu'il fallait l'expulser et annuler son visa. Et maintenant, il est dans un centre de détention. L'homme est détenu depuis 60 jours, sans jugement, sur la base d'un simple soupçon. Depuis l'élection de Trump, la police des frontières bénéficie de prérogatives renforcées. Usted extraña a su familia, me supongo. Sí, claro, yo tengo dos niños, doctora. Yo tengo un niño de 15 años que se acaba de ganar una beca aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Northwestern. C'est terrible tout ce qu'il a subi. Des éléments du dossier révèlent qu'une erreur lourde de conséquences a été commise lors d'une prise de sang réalisée durant la détention. On lui a fait passer un test du VIH et on lui a annoncé qu'il était positif. On lui a dit d'appeler sa famille sur le champ. Yo me puse frío, me puse mal, frío. El cuerpo lo tenía ahí y la cabeza no sé, la mente no sé. Entonces ellos me dijeron que si yo quería llamar por teléfono a mi familia para que le comentara lo que estaba sucediendo, y pues yo creo que yo cometí el peor error que fue llamar a mi esposa y comentarle lo que me estaba sucediendo. Mi esposa, cuando yo la llamé, se puso bastante mal, incluso tuvo que ir a la clínica, porque imagínense, una noticia de esta es una noticia tras que detenido uno con un VIH, y no hecho en mi país, hecho aquí en Estados Unidos, que se considera de que no hay errores en los laboratorios, que no hay errores en nada. Et quelques jours plus tard, on lui a annoncé qu'il y avait eu une erreur, et ce, après lui avoir administré des médicaments contre le VIH. Les sévices subis dans les centres de détention sont inimaginables. C'est bouleversant. Ma priorité est de le faire sortir de prison le plus rapidement possible. J'ai du mal à imaginer les souffrances qu'il doit endurer. Mais Pamela n'a pas le temps de réconforter son client. Une autre affaire l'attend. Et là aussi, c'est urgent. Ok, señor, un momento. Tranquila, doctora, tranquila. Ok, que aquí tenemos la... Porque yo quiero que ellos escuchen lo que le pasó a usted, porque eso es horrible. Ok, so... Ils veulent juste dire quelques mots parce qu'ils ont très peur, cela va de soi. Mais ils ne veulent pas être filmés et aucun nom ne sera prononcé. Cette Mexicaine est arrivée illégalement il y a 15 ans. Depuis, elle vit et travaille aux États-Unis. Sous Obama, les immigrés comme elle bénéficiaient d'une relative sécurité. Sous Trump, elle est susceptible d'être expulsée du jour au lendemain. Nous retrouvons Amina Matthews dans le quartier sensible du South Side à Chicago. Amina a grandi ici. Plusieurs années durant, elle a été travailleuse sociale dans la rue. Aujourd'hui, elle veut s'engager en politique pour faire avancer les choses. 93% des habitants d'ici sont des gens de couleur. 40% des jeunes noirs sont au chômage. Le quartier est au bord de l'implosion sociale. Les meurtres et les fusillades font partie du quotidien, plus qu'à Los Angeles et plus qu'à New York. La mosquée Al-Haqqani est le quartier général d'Amina. Aux États-Unis, les musulmans ne représentent que 1,1% de la population. Abdul Rashid Matthews, le mari d'Amina, est l'imam de la mosquée. Les gens du quartier le surnomment le cheikh. La mosquée, nous dit Amina, est le socle qui l'aide à rester debout. On vit selon les préceptes de l'islam. Oui, on est aux États-Unis. Non, on n'applique pas la charia. Elle n'est pas tolérée en ces lieux. C'est une bonne occasion pour montrer à tous les islamophobes qui on est et qui on n'est pas.
Mon mari m'appelle la sainte qui jure. Elle jure comme un charretier. Mais vous n'avez rien entendu. Ça sort quand ça doit sortir. Elle a l'esprit d'à propos. Je sais qu'il y a un sens à tout ça. Parce que, quoi que je fasse, où que j'en sois dans ma vie, ça me ramène toujours vers ma quête spirituelle. Au Congrès américain, il ne sera pas question de religion, mais de politique. S'il y a bien une personne qui peut apporter des changements au Congrès, c'est Amina. Elle a suffisamment d'ascendant pour le faire. Et elle fait preuve d'empathie. Je sais que la lutte sera rude. Mais je suis prête à aller au combat. Pour y arriver, je dois continuer à faire ce que je fais depuis 25 ans. On est arrivé au point de rupture. L'élection 2020 se profile. On a d'énormes problèmes à résoudre. Et on y arrivera qu'en s'y attelant ensemble. Parce qu'ils concernent tout le monde. Oui, je suis musulmane. Oui, je suis noire. Oui, je suis l'épouse du cheikh. Oui, j'ai vécu dans le premier district toute ma vie. Oui, mes parents et grands-parents sont ce qu'ils sont, et on ne pourra jamais rien y changer. Pas même moi. Je bois de l'eau et je suis sensible à l'oxygène. C'est bon, on s'arrête là. Drop the mic. Ce jour-là, Bernie Sanders est de passage à Chicago. Nous sommes en mars, et Sanders est encore en lice pour l'investiture démocrate à l'élection présidentielle. Amina veut profiter de son meeting pour faire campagne, distribuer des tracts et convaincre des électeurs de la soutenir. Le bus de Vote Common Good a laissé la tempête derrière lui. Il longe actuellement la côte du golfe du Mexique en direction de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment agréable pour nous d'aller à la rencontre des gens, de prendre le pouls du pays. C'est bien pour ça qu'on a entrepris ce périple. On va parcourir 3 ou 4 États dans les prochains mois et on verra ce qui se passe à travers tout le pays. Ce qui est remarquable avec cette élection, c'est que tout le monde a un avis sur le sujet. Je n'ai rencontré personne qui m'ait dit « Franchement, j'y pense pas trop ». Pas une seule. Soit les gens sont à fond derrière lui, soit ils trouvent qu'il faut arrêter ce délire. Où qu'on aille, les gens ont un avis. L'organisation est exclusivement financée par des dons privés. Et elle ne se contente pas de parcourir l'Amérique, elle est aussi présente sur les réseaux sociaux. Le principal donateur du mouvement est un millionnaire new-yorkais, magnat de l'immobilier, comme Donald Trump, mais du côté démocrate. Doug Pagitt, le fondateur de Vote Common Good, est convaincu que la majorité des électeurs religieux ne sont pas des extrémistes. C'est vrai, le gouvernement Trump a adopté un programme chrétien fondamentaliste. Mais la plupart des évangéliques et des catholiques blancs ne veulent pas d'un tel programme. Ils n'y croient même pas eux-mêmes. Seul un petit groupe d'évangéliques souhaite que le gouvernement devienne encore plus fondamentaliste. So won't you pray for me, Mary, that I keep my spirit right? Le bus sert aussi de lieu de répétition pour les chansons qu'ils jouent lors de leur rassemblement. Les membres de Vote Common Good sont des artistes, des musiciens ou des militants venus des 4 coins du pays et unis par la foi chrétienne. Hey America, see you've been living by faith and not by sight. You've been driving through the mountains in the middle of the night. There's this rain coming down. Mais comparés aux puissants courants évangéliques, ils ne sont qu'une poignée. Hey America.
New York. Nous retrouvons Shubha Marora, l'immigré indien, dans sa voiture. Il travaille comme chauffeur pour un service de transport public. Sir, I'm the access ride driver. I just need to confirm about Eric. I will be there by 1 o'clock. Okay. Yeah. Thank you so much, brother. Thank you. Le coronavirus est arrivé à New York. Bro, we already had 2 less rides. On m'a déjà annulé 2 courses, alors je ne veux pas en rater une autre. Après quelques cas isolés, New York est à présent la première ville américaine à être touchée de plein fouet. Notre activité consiste à transporter nos clients. Alors s'ils ne sortent pas de chez eux, on va charger qui? On perd des clients à cause de ce virus. Les New-Yorkais sont inquiets. Beaucoup se demandent combien d'entre eux seront touchés. Regardez comme les rues sont vides. Les gens sont prudents, ils restent à la maison avec leurs enfants. On dirait que la planète entière est en vacances. La plupart des gens ne sortent pas de chez eux. Les écoles et les facs sont fermées, comme la plupart des endroits très fréquentés. Ça va coûter des milliards de dollars à la ville, mais ça en vaut la peine si c'est pour sauver des vies. À partir du 18 mars, le nombre de personnes infectées par le virus augmente de façon exponentielle. Au début, le nombre de décès quotidiens est encore peu élevé, mais à cet instant, personne n'imagine qu'on recensera bientôt jusqu'à 1000 morts par jour pour la seule ville de New York. Les gens ont peur de ce virus qui vous dévore lentement. Personne ne veut mourir de ça. Les États-Unis ont le regard tourné vers New York. En Géorgie, où le virus n'est pas encore arrivé, l'avocate Pamela Peinado-Stewart continue à travailler normalement, même si aucune de ses affaires n'est réellement normale. On a une audience au tribunal, mais j'ai très peur, parce qu'il est possible qu'elle soit placée en détention. On a une chance sur 2. Elle est mariée à un citoyen américain, un vétéran de l'armée, et elle vit ici depuis 15 ans. Elle n'a commis aucun délit grave, mis à part d'avoir conduit sans permis. Elle a 2 enfants ici. Sa fille s'apprête à terminer ses études secondaires, mais elle a un ordre d'expulsion en suspens depuis 2004. Lorsqu'elle a traversé la frontière, elle y a été immédiatement reconduite. C'est là que ça se corse, parce qu'on ne peut pas déposer une demande de réouverture de dossier. Une mesure de renvoi immédiat, c'est un peu comme une condamnation à mort, et c'est ce qu'il attend. On va les supplier de lui donner plus de temps, mais c'est l'agence de police des frontières qui décidera. Ils peuvent la détenir sur place, lui accorder un délai supplémentaire ou valider notre demande. L'incertitude est totale. Le tribunal de l'immigration à Atlanta décide de qui peut rester et qui devra partir. La cliente de Pamela fait la queue à l'entrée. Le juge statuera sur son sort aujourd'hui. Tout le monde est à cran et très stressé. Ils ne savent pas si c'est la dernière fois qu'ils verront leur famille. Yo voy a ir a entrar, hablar con los supervisores. Ya hablé con ellos todas las noches, entonces vamos a ver. Con Dios en adelante. Un momentito. Sous l'administration Obama, beaucoup de criminels ont été expulsés. Maintenant, sous l'administration Trump, je dois annoncer à une mère célibataire qui vit ici depuis 20 ans sans avoir commis de crime qu'elle va devoir repartir et décider ce qu'elle va faire de ses 3 enfants. Va-t-elle les emmener dans un pays qu'ils ne connaissent pas ou va-t-elle les laisser ici? C'est la partie la plus dure de mon travail. En ce moment, on n'expulse pas des délinquants ou des criminels. On expulse d'honnêtes gens. Pamela reçoit un SMS. Sa cliente est convoquée au 3e étage. C'est mauvais signe. Le plus souvent, les personnes auditionnées au 3e étage sont expulsées. Derrière le bâtiment, un fourgon est déjà prêt. Here we go! Feel the burn. 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 Listen, Bernie Sanders.
Au parc Grant, à Chicago, le meeting de Bernie Sanders a commencé. Sanders représente l'aile gauche du Parti démocrate et Amina le soutient avec ferveur. The next president of the United States, Bernie Sanders! Brothers and sisters, we are here today for some important business. Today we make it clear that together we are going to defeat the most dangerous president in the modern history of this country. And today we make it clear that the only way we beat Trump is with a campaign of energy, excitement, and grassroots activism. That is our campaign. C'est l'un des derniers grands meetings de Bernie Sanders. Peu de temps après, il interrompra sa tournée pour cause de coronavirus avant de se retirer définitivement de la course à l'investiture. Whoa! Now we're gonna beat Trump. We are gonna beat Trump because the American people do not want a pathological liar in the White House. They do not want somebody who is running a corrupt administration. No! They do not want somebody who has apparently never read the Constitution of the United States. Yes! They do not want somebody who is moving this country into an autocracy. And in November, Trump is going to learn that we are a democracy because we're going to throw him out of office. Yes! Woo! Woo! I am Je suis gonflé à bloc. Je vais casser la baraque. C'est bon, il n'y a rien à ajouter à ce discours. Les gens doivent prendre une décision. Prendre une décision et s'y tenir. Notre peuple en a ras-le-bol d'être laissé pour compte. Je ne parle pas que des Noirs. Regardez la foule. Elle est variée. On y trouve tous les groupes ethniques et socio-économiques. Ils s'efforcent tous de trouver une solution pour faire avancer ce pays. Come on, man. Why should we go against him? I know. Because he's the only one that I know. He's not gonna pull no bullshit. No he's not gonna say, "Oh, wait, hold on. We're in the middle of the road. I changed my mind. You all behind me. We're gonna die." Bought by billionaires. No, no, he's gonna fight for us. Dans le Missouri, à 8 heures de route au sud-ouest de Chicago, nous retrouvons la communauté baptiste du pasteur Charles Kagan. Now, Lord Jesus, this is your work. We're simply your servants. One day our earthly passage will be over. And only one life will soon be passed. But only what's done for Christ will last. Help us now, Father, to be that tool in your hand. In Jesus' name I ask it. Make me a blessing, oh Savior. Les membres de cette congrégation évangélique sont des conservateurs purs et durs. Entre les deux camps qui déchirent l'Amérique, ils ont choisi le leur. De toute ma vie, je n'ai jamais vu le pays aussi divisé. Chacun campe sur ses positions. Et il n'y a plus de terrain d'entente. Le sens du compromis a disparu. On est soit pour, soit contre. Chacun se sent obligé de prendre position. Alors qu'autrefois, dans ce pays, on savait faire des compromis. Mais aujourd'hui, c'est la mentalité du nous contre eux. Et elle règne dans bien des domaines. Je n'ai pas vraiment envie de parler politique. Notre pays a encore un long chemin à parcourir. Il a besoin d'un renouveau. Un besoin urgent de renouveau. Et nous prions avec ferveur pour lui. Je ne suis ni prophète ni devin,
Mais la réélection du président Trump me semble plus que probable. Mais ça ne se fera pas sans une grosse résistance de l'autre camp. Il pourrait y avoir des émeutes dans les rues, des bâtiments en feu, des gens qui perdent la boule et qui commettent des actes stupides. Que voulez-vous? Certaines personnes ont vraiment à cœur de poursuivre dans l'autre voie. À New York, le coronavirus est désormais sur toutes les lèvres. Shubham Arora a encore quelques rares courses quotidiennes. Mais le virus lui fait peur. Si on ne trouve pas de remède au coronavirus, il ne nous restera plus qu'à prier Dieu. Oui, c'est ce que je dis. Dieu est-il en train de nous dire, si vous voulez avoir la vie sauve, priez-moi à genoux? Quand les gens ont peur de la mort, ils se tournent vers Dieu. Mais beaucoup préfèrent se tourner vers le président. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui faire confiance. Il le faut parce que c'est lui le président. Quelle que soit la décision qu'il va prendre, il faut la suivre. Je vous en prie. Enfin quoi, c'est Trump. J'adore Trump. Non, c'est vrai. J'adore Trump. C'est un vrai comique. Ce type dirait n'importe quoi pour faire de l'audience. Il a dit que le virus n'était qu'un gros canular. En mars, personne ne sait encore à quel point Trump mésestime la situation. Les élections auront lieu en novembre. S'il arrive à aider les New-Yorkais dans cette crise, il aura de meilleures chances de gagner. Parce que c'est le genre de crise qui fait ou défait un gouvernement. Ça, il me plaît, lui. Même si je ne voterai jamais pour lui. C'est fantastique, l'Amérique. Quand il s'agit de se faire entuber, on est vraiment les rois. La tournée des chrétiens évangéliques anti-Trump est sur le point d'arriver à la Nouvelle-Orléans. Mais le rassemblement prévu sur place a été annulé. Il faut improviser. Les militants décident de parcourir les rues à la rencontre des gens pour les convaincre de voter contre Trump en novembre. We're not big fans of Donald Trump, though. I am. You know, Donald Trump won the election in Michigan, in your state of Michigan, 9,000 votes this time. I never understood the white evangelical. 81% of white evangelicals vote for Trump. Really? Yeah. The Antichrist, you're voting for well, absolutely. Worst person possible? And you know, we're pretty nichey because we're only trying to get 5 or 6% of them. Because if we get 5 or 6%, it'll make the difference. That's enough, yeah. Yes, and the same thing with Catholics. I'm doing my part. Good, good. Everywhere I go. En 2016, une majorité écrasante des électeurs de la Nouvelle-Orléans a voté pour Hillary Clinton. Mais dans pratiquement tout le reste de la Louisiane, Donald Trump l'a emporté très largement. Sometimes we come out on the streets. We're supposed to be up in Jackson, Mississippi this afternoon, outside of the state capitol, doing an action about prisons and prison reforms and private prisons in Mississippi, because they're really, you know, they're really harmful to people. So that's what we were supposed to do outside. But there's a big storm there, so we're going to do a wrap there. Relocated. We came here early instead of being up there. Certains jours, on peut douter de l'intérêt de notre action. Mais avec l'élection de Donald Trump, j'ai découvert à quoi ressemblerait le monde si les croyants sincères continuaient de se taire. C'est un monde dangereux pour les enfants, pour notre environnement et pour l'ordre politique. On ne peut pas accepter ça. Les conversations avec les passants révèlent que beaucoup d'entre eux ne voient pas les choses de façon aussi manichéenne que les réseaux sociaux semblent l'indiquer. Tous ne sont pas uniquement pour ou uniquement contre Trump.
So we're just trying to raise awareness on... I mean, I would ask you the question, though, if you're raising awareness against Trump, like, what are you raising awareness for? You're just against. I hate Trump as a person, yeah, but, like, he's doing things, and no, no one else What's does he doing? stuff. What's he doing? He's Dude, separating children from their families. He went after North Korea. No, he didn't. He didn't do anything with North Korea. Who talked to North Korea last? Huh? What's the last president that talked to North Korea? Yeah, but did it do any good? Who's the last person to talk to the Afghans? Did it do any good? Who's the last person that talked to China like that? Did it do any good? You tell me. No. You're the one who's advocating other people. No. Tell me what it did wrong. He didn't tell do me any what it did good. wrong. I don't like him. North Korea is still building nuclear arms. Yeah. Right? Yeah, so he gave up lots of stuff to North Korea for them to do nothing. He's, you know... Dude, you're like hesitating left and right here. You don't have facts. No. You don't have facts. I do. You don't have facts. No, you're not letting me talk. You're interrupting I just stood there for 25 seconds and waited. CNN and BBC. Yeah. So you should run for office. Maybe after my 15-month non-compete. You should, yeah. Instead, we're traveling with family. Yeah, you should run for office. So I wish. I don't know if anyone will vote for me. Well, you know, you never know. So cool. Cheers, you guys. Have a good night. Globalement, personne ne réagit mal. Il m'arrive de rencontrer des partisans de Trump et ils passent leur chemin. Mais la plupart du temps, les gens sont sympathiques. Ils sont prêts à écouter et à discuter. C'est bien ce qu'on doit tous faire, se parler et rester courtois en cas de désaccord. Le pays est plus divisé que jamais. Doug Pagitt et ses compagnons veulent pourtant continuer de croire en la bonté de leurs concitoyens et en leur capacité à vivre ensemble. Entre-temps, le tribunal de l'immigration d'Atlanta a rendu son jugement. Pamela Peinado-Stewart quitte les lieux accompagnée de sa cliente. Celle-ci était menacée d'expulsion vers le Mexique après 15 ans passés aux États-Unis. On a gagné aujourd'hui. On a obtenu un délai. Elle va pouvoir assister à la cérémonie de remise de diplôme de sa fille et c'est le plus important. On poursuit le combat. Pamela veut garder espoir, même si les perspectives de sa cliente sont mauvaises. Elle doit quitter le pays avant le 9 juillet. Ils allaient l'arrêter aujourd'hui, mais on a réussi à les convaincre de ne pas le faire. Elle partira d'elle-même. Elle s'est conformée à toutes leurs demandes. Ils ont été conciliants, ils nous ont donné 30 jours pour leur présenter les billets d'avion qui attesteront de son départ avant le 9 juillet. C'est bien triste. Elle verra sa fille obtenir son diplôme, mais elle aura toujours à l'esprit la date du 9 juillet. Le plan maintenant, c'est de voir comment éviter qu'elle parte. Un abrazo y nos vemos en unos días. Okay. Bye, you're welcome. All right. Oh là là, c'était dur. L'élection de Donald Trump a rendu la tâche de Pamela nettement plus compliquée. Il y a les affaires qu'on ne gagne pas, qui sont perdues d'avance, mais pour lesquelles on se bat quand même. Et puis, il y a celles qu'on gagne, et ça, c'est la récompense de tous nos efforts. Les nuits blanches où tu donnes toute ton énergie, les sacrifices qu'on fait. C'est précisément pour ces instants que je fais ce travail, pour la famille qu'on va aller voir et pour toutes les autres qu'on a pu aider. On sait que non seulement on a pu changer leur vie, mais aussi la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est un sentiment incroyable. Son client suivant est un père de famille d'origine mexicaine emprisonné pour avoir chassé de chez lui un cambrioleur présumé avec une arme. Or, si les citoyens américains sont autorisés à posséder des armes à feu, ce n'est pas le cas pour les immigrés non titulaires d'un passeport américain ou d'une carte de résident. Pamela a pourtant remporté ce procès. Al perrito. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, chiquita. ¿Cómo están? Bien, aquí molestándolas.
Gracias por tenerme. Je suis très content d'avoir Pamela. Vraiment. Grâce à elle, je peux rester avec ma famille. Quel bonheur! Je vais chercher ma fille au bus et on marche ensemble. Je suis vraiment content que Pamela soit mon avocate. Il est très ému. Il m'a envoyé des photos de lui en train d'accompagner ses enfants au bus ou des photos de leur remise de diplôme. Il me dit que grâce à moi, il a pu assister à la cérémonie. Ça me fait tellement plaisir. C'est pour ça que je fais ce métier. Je vous suis vraiment très reconnaissant. Je vais pouvoir rester auprès de ma famille. Et je serai présent à la remise du diplôme. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je pourrai continuer à m'occuper d'eux. C'est normal. Je suis heureuse pour vous. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'ai le plus beau métier du monde. L'homme pourra continuer à vivre son rêve américain. Une petite victoire pour Pamela dans l'Amérique de Trump. Un président qui n'hésite pas à qualifier les Mexicains de violeurs et de criminels. Pamela Peinado Stewart utilise les armes de la loi pour tenter de donner un peu d'air et un peu d'espoir aux immigrés qu'elle défend. Il reste 7 mois et demi avant l'élection. Dans le prochain épisode, en mai, l'Amérique est confrontée à 2 crises majeures. Tout d'abord, celle du coronavirus. Dans certains États fédéraux, la vie quotidienne suit son cours normal, d'autres sont en revanche durement touchés. Confinement, chômage, distributions alimentaires. Puis, au plus fort de la pandémie, l'affaire George Floyd déclenche dans tout le pays une vague de manifestations contre les violences policières et le racisme. Les émeutes et les affrontements se multiplient. Certains évoquent même un risque de guerre civile. En ce printemps 2020, la désunion des États-Unis ne cesse de s'accentuer.